Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Laure Verdeau, la directrice de l'agence Bio, avec elle on va notamment détailler le récent rapport de la Cour des comptes qui réclame plus de moyens pour la filière et valide son apport notamment en termes d'emploi. Le débat de ce Smart Impact, il va porter sur les assises du New Space. On verra comment les technologies spatiales peuvent nous aider à répondre aux défis climatiques. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Tom et Josette, réseau de micro-crèches générationnelles. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Bonjour Laure Verdeau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de l'agence Bio, créée en décembre 2001, dotée d'une mission d'intérêt général. C'est un groupement d'intérêt public. Vous nous rappelez dans quel contexte on est, ce que ça signifie ? Alors, ça veut dire qu'on n'a rien à vous vendre. Nous, le bio, on est juste là pour expliquer aux citoyens ce qu'est le bio. On a une triple mission qui consiste à éditer les chiffres panoramiques du bio sur tous les marchés, tous les débouchés qui s'offrent aux agriculteurs. On a une mission qui est de financer aussi les projets d'entrepreneurs du bio qui ont des projets collectifs qui structurent les filières. On finance des casseries, des yaourteries, etc. On a un fonds de 13 millions d'euros qui s'appelle le Fonds Avenir Bio. Et puis, on a surtout cette mission d'expliquer aux citoyens / consommateurs ce qu'est le bio, ce qu'il a pour chaque euro dépensé en bio en termes d'avantages environnementaux, d'emploi, etc. pour le collectif, mais aussi comment est-ce qu'en tant que consommateur, il peut manger plus de bio, quel que soit son budget. Oui, ça c'est important, communiquer et informer. Vous lancez notamment une campagne de com qui s'appelle Bio-Réflexe. Elle a déjà démarré. Comment elle va se décliner, cette campagne ? Alors cette campagne, c'est assez unique. C'est une campagne collective, c'est-à-dire que l'ensemble des filières produits, donc le CNIEL qui s'occupe des produits laitiers, l'Interbev qui s'occupe de la viande, Interfel qui s'occupe des fruits et légumes, nous et la Maison de la Bio, on joue à 10 en fait dans cette équipe de France du bio. On endosse tous le même maillot, tous le même slogan autour du Bio-Réflexe pour rappeler aux consommateurs que le bio, c'est du plaisir et du sens, et puis que ça a des avantages concrets. C'est produit avec 0 pesticides de synthèse, c'est 30% de biodiversité en plus sur les fermes bio, et puis c'est 100% de tous les opérateurs qui sont contrôlés plus d'une fois par an. Donc en termes de garantie, on peut difficilement faire mieux. Et ça, on s'organise de façon à ce que pendant 6 semaines, ça a démarré lors du printemps du bio, et ça va s'étaler là pour 6 semaines, chaque filière reprend ce slogan commun. L'une après l'autre, en quelque sorte. Exactement. D'accord. Donc, on a commencé à peu près fin mai. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner tous les beaux produits, d'ailleurs, bio qui sont sur les étals en ce moment, et de faire reprendre le chemin du bio à des consommateurs qui, parfois, ont arbitré en faveur du local, alors qu'on sait que bio et local, on peut combiner les deux. Oui, ça peut être compatible. Effectivement, ces chiffres 2021, avec une petite baisse de la consommation du bio de 1,49%. Je disais que la baisse, elle a continué au début de cette année 2022. Moi, j'ai vu des chiffres de moins 6%. Déjà, peut-être si on se place en perspective, le bio, c'est une histoire de croissance continue. Depuis qu'on l'a défini comme tel. Donc c'est quoi ? Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a une baisse, même si elle n'est pas très importante, de la consommation du bio en France ? Alors, il faut la recontextualiser. Effectivement, il y a eu plusieurs années de croissance à 2 chiffres. Et là, le bio subit à peu près le même effet que subit l'alimentaire, qui est une déconsommation. Les Français ont moins acheté de nourriture. D'accord. Donc, si on dézoome, on se rend compte que c'est un état du marché. Ensuite, si on regarde par rapport à 2019, 2020 étant une année tout à fait une anomalie sur la courbe, le bio reste en croissance à 2 chiffres. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a une légère contraction d'1,32%. C'est que c'est une situation beaucoup plus contrastée en fait, c'est difficile de dire le bio en général, c'est les bio. Nous, à l'agence Bio, on a pour mission, je vous disais, de faire les chiffres panoramiques. Donc, il y a 6 débouchés pour le bio, d'un point de vue d'agriculteur. Vous avez 4 canaux qui permettent de servir la consommation à domicile, où, rappelons-le, la part du bio dans les courses des Français est restée stable, à plus de 6%. Vous avez la restauration. Et par restauration, j'entends la restauration collective, donc les cantines, où là, on est passé de 5 à 6% de bio, grâce à la loi Egalim qui fixe un objectif de 20% de bio dans les assiettes. Et hélas, on est à moins de 2% en restauration commerciale. Alors que ce soit le kebab, l'étoilé, la brasserie, on se retrouve avec quand même un débouché potentiel. Et si je reviens sur les courses qu'on fait
à domicile pour remplir son réfrigérateur. C'est quoi? C'est plutôt dans la grande distribution qu'il y a une baisse importante? Dans les réseaux très structurés, donc les réseaux, les circuits longs en fait, c'est-à-dire la grande distribution et puis les 3000 magasins spécialisés, les chaînes spécialisées bio, Biocoop, Naturalia, Leclerc, eux ont eu une baisse. En revanche, si vous regardez les artisans, donc par artisans j'entends les 33 000 boulangers, les 17 000 bouchers, les 7 000 primaires, eux, ils ne vendent pas que du bio, mais ils ont été en forte croissance et ils ont embarqué leurs produits bio dans cette croissance. Mais surtout, la vraie croissance de plus 8% cette année, c'est celle des circuits courts, c'est-à-dire la vente en direct. Il faut savoir que vendre en direct, c'est dans l'ADN des bio, puisqu'il y a une ferme sur 2 en bio qui vend en direct, alors que c'est une sur 4 en moyenne nationale. Donc ça fait 26 000 fermes partout sur le territoire qui vendent du bio en direct à des prix défiant toute concurrence. Donc c'est à comparer, par exemple, pour avoir un ordre d'idée, si vous faites la somme de toutes les enseignes de grande distribution, elles ont 18 000 points de vente sur le territoire. Et donc ça, c'est en croissance. Pourquoi? C'est comme les artisans, parce que ça permet de réconcilier les aspirations à plus de proximité, plus de local des Français. Parce qu'il y a eu cet arbitrage entre le local et le bio, peut-être à tort, mais c'est ce qui s'est passé à l'occasion de la crise sanitaire et là, à l'occasion de cette crise du pouvoir d'achat. C'est quand même ce qui est en train de se passer dans le portefeuille de pas mal de Français. Alors, oui, ça même si vous nous dites on peut acheter bio pour pas cher. Oui, on peut. Déjà, les inflations évoluent différemment entre le rayon bio et le rayon pas bio. Elle évolue plus lentement dans le bio parce que le blé bio, il est souvent vendu, c'est dans des contrats tripartites sur 3-5 ans. Il n'est pas coté sur le marché mondial, il ne s'envole pas à la bourse de Chicago. Donc ça dépend des filières une fois de plus, mais on a globalement une propension à contractualiser sur le long terme. Et ça amortit. Donc il y a sans doute ça. C'est le marché du bio et le fait de beaucoup de PME qui n'ont pas forcément les mêmes coûts de structure que des grosses entreprises qui doivent répercuter de l'inflation. Donc ça évolue moins vite. Après, nous, d'une manière générale, les messages qu'on passe, c'est oui, quel que soit son pouvoir d'achat, on peut mettre un peu plus de bio chaque jour dans son assiette pour soutenir justement les agriculteurs bio qui, eux, veulent passer en bio. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Et on a des leviers qui dépassent la question bio ou pas bio. Dans les 6 leviers qu'on promeut, c'est il faut gaspiller moins. Ça, c'est l'ADEME qui dit on gaspille 25 kilos de nourriture par an par habitant. Donc là, déjà, il y a des marges. Cuisiner plus de produits bruts. Bon, là, après en avoir beaucoup cuisiné après le confinement, peut-être qu'il y a un retour de manivelle, mais on sait que c'est le sens pour mieux manger. Acheter de saison. En bio, comme on ne force pas les cycles pour la production, c'est déjà naturel. Acheter en vrac. Vous ne payez pas l'emballage, vous dosez au plus juste de vos besoins. Varier vos protéines, c'est-à-dire mieux choisir sa viande. Une viande bio, elle perd moins d'eau. Et acheter en circuit court, bien sûr. Évidemment, on l'a déjà dit. La Cour des comptes, on va terminer là-dessus, il nous reste un peu moins de 4 minutes, vient de publier un rapport sur le bio. Elle pointe le manque de moyens. C'est quand même assez rare dans un rapport de la Cour des comptes d'entendre ce discours, c'est-à-dire dépenser plus d'argent sur cette filière. Grosso modo, c'est ce que dit la Cour des comptes. Alors effectivement, c'est assez exceptionnel de ne pas préconiser d'économie. Et pour cause, en fait, si on promeut le bio et si on donne des moyens au bio pour se faire connaître, sans faire de la pub, mais juste quand on explique le bio aux citoyens, on remarque que mécaniquement, il en achète plus. Et ça, c'est consommation individuelle. Elles vont dans le sens de la transition alimentaire parce qu'elles ont un bénéfice collectif. La Cour des comptes pointe le chiffre des pollutions agricoles. Il n'y a pas mieux que le préventif plutôt que le curatif. En bio, les agences de l'eau, qui sont donc le service public en charge de la qualité de l'eau, aident les agriculteurs près des zones de captage à passer en bio. Parce qu'on en retire tous un bénéfice collectif dans la qualité de l'eau. On sait que le bio, c'est plus de 30% d'espèces en plus, en biodiversité, et puis c'est 50% de population en plus. Oui, 30% d'espèces, on a ce chiffre dans une ferme bio, 30% d'espèces en plus, 50%, et des espèces 50% plus abondantes. Et puis il y a les apports en termes d'emploi aussi, qui sont détaillés par la Cour des comptes. Ça m'intéresse de savoir ce que le bio crée. De l'emploi non délocalisable. En fait, comme je vous le disais, le lien au consommateur est important parce que c'est pour ça que les agriculteurs vendent beaucoup en direct. Donc la création d'emplois, c'est 13% des fermes, le bio, mais c'est 19% de l'emploi agricole. Pourquoi? Parce que à la fois sur la ferme, il y a besoin de plus de main-d'œuvre, parce que quand on se prive de l'arsenal chimique, il faut y aller à la main, il faut enlever les chardons à la main parfois. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les fonctions de vente, parce qu'on voit beaucoup d'agriculteurs qui se regroupent, qui font des magasins de producteurs, et c'est de l'emploi, du conseil, parce qu'un produit bio, il ne se vend pas sans s'expliquer. Donc il y a beaucoup de métiers de contact. Donc c'est à la fois dans les champs et dans les points de vente qu'on crée de l'emploi en bio. J'aurais terminé sur les freins et peut-être même les lobbies que vous affrontez. Quel est le lobby le plus puissant auquel vous deviez faire face ?
Alors nous, c'est pas en termes de lobby qu'on réfléchit, même si on a beaucoup rigolé quand on nous a parlé du lobby bio. Par exemple, des vendeurs ou des revendeurs de glyphosate nous ont parlé du lobby bio. Donc rappelons que le lobby bio, à part les coccinelles, les hérissons et les abeilles, on ne voit pas vraiment. Ça, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. On peut considérer qu'une ONG fait un travail de lobby, mais ça, c'est pas grave. Je repose la question. C'est quoi? C'est les glyphosates, c'est les pesticides, le lobby le plus puissant face au bio? D'une manière générale, vos arguments, plus le bio progresse et moins mécaniquement il y a de ventes de pesticides de synthèse, d'engrais de synthèse. Donc ceux qui ont un bonus à la fin de l'année qui dépend des ventes de ces produits-là, effectivement, on a pu entendre certains PDG s'exprimer contre le bio, ce qui nous a assez étonnés. Mais bon, j'imagine qu'on voit une opportunité de reparler de purement quantité de produite avec la guerre en Ukraine, puisqu'il y a une crainte sur la quantité. Mais nous, le secteur bio tient à rappeler qu'il n'y a pas que la quantité, il faut à la fois combiner quantité et qualité, et c'est possible. Merci beaucoup, Laure Verdeau. Bon vent à l'agence bio. On passe à notre débat, l'espace, pour nous aider à répondre aux défis climatiques. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Tristan Laurent, bonjour. Vous êtes le président d'Absolute Sensing. À vos côtés, Vincent Clos, bonjour. Responsable business, innovation, partenariat chez Thales Alenia Space. Vous nous rappelez ce qu'est Thales Alenia Space en quelques mots? Donc Thales Alenia Space, c'est la filiale avec le groupe Leonardo du groupe Thales, spécialisée dans les infrastructures spatiales pour tout ce qui est télécommunications, observation de la Terre, navigation, également exploration spatiale. Et je suis ici aujourd'hui au titre de la Space Earth Initiative que nous avons lancée avec un certain nombre d'acteurs du GIFAS. Le GIFAS, donc le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, qui regroupe donc l'ensemble de la filière française, avec donc cette initiative qui regroupe à la fois des start-up mais aussi des grands groupes sur la thématique notamment de l'impact climatique et de l'impact pour les citoyens du spatial, pour faire connaître tout ce qui se fait, tout ce qui va se faire et tous les enjeux auxquels le spatial va contribuer. Moi, j'avais entendu parler des satellites Sentinelle. Ça rentre dans ce programme? Absolument. Donc, les satellites Sentinelle sont ceux qui sont à la base du programme Copernicus, qui est soutenu par la Commission européenne, qui nous permet aujourd'hui de connaître le niveau des eaux, la montée des eaux, tous ces enjeux climatiques, la météo, les émissions de gaz à effet de serre. Tous ces enjeux aujourd'hui sont sous-tendus effectivement par Copernicus et les satellites Sentinelle, avec plein d'autres programmes derrière qui permettent de répondre à ces enjeux climatiques qui sont sans cesse croissants et sur lesquels le spatial demain va continuer à contribuer. Absolute Sensing, Tristan Laurent, présentez-nous votre entreprise. Oui, alors Absolute Sensing, c'est une entreprise très jeune. On a démarré l'aventure en septembre de l'année dernière, filiale du groupe Absolute, dont la mission est de développer les technologies nécessaires pour comprendre, surveiller et à terme prédire les changements climatiques, les changements environnementaux. On se concentre aujourd'hui sur une mission première qui est la réduction de la pollution industrielle en déployant une constellation de satellites pour mesurer le méthane. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le New Space. Vous êtes ici parce que les assises du New Space se tiennent en ce moment. D'ailleurs, c'est quoi le New Space? Comment vous le définissez? C'est quoi? C'est des satellites plus petits, miniaturisés, donc qui coûtent moins cher, les lancements coûtent moins cher. Est-ce que ça définit à peu près le New Space? Oui, c'est vrai. On a tendance à opposer New Space et Old Space. Old Space avec cette conception de gros engins qui coûtent très très cher et donc on n'en met pas plus d'un ou deux dans l'espace. À l'inverse du New Space où on va parler de constellations, donc c'est énormément d'engins, beaucoup plus petits et qui coûtent moins cher et qui permettent notamment, puisqu'on parle d'observation de la Terre, d'avoir des revisites plus importantes, c'est-à-dire de pouvoir surveiller un même point sur Terre de manière beaucoup plus persistante. Alors si je rentre un peu dans le détail de ce que vous proposez, en quoi ça va nous permettre d'être plus précis, plus efficace dans l'observation du climat et dans cette réponse aux défis climatiques? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, et ce que vraiment ça veut dire le big data, c'est qu'on fait de bien meilleures décisions si on a plus de données à notre disposition que si on en a moins. Donc avoir beaucoup de mesures
de mesures sur les gaz à effet de serre, et en particulier sur le méthane, puisque si vous avez entendu ce qui a été discuté à la COP, la dernière COP qui s'est tenue à Glasgow, on a un système de taxation sur le méthane, sur le CO2, on n'a pas l'équivalent sur le méthane. Donc maintenant, on s'y met, mais pour taxer quelque chose, il faut savoir le mesurer. Et il faut énormément de données pour pouvoir être capable de taxer la totalité des émissions de méthane d'origine industrielle. C'est ça que permet le New Space. Ça permet, avec beaucoup d'engins, d'avoir beaucoup plus de mesures, beaucoup plus de données pour prendre de bonnes décisions. Vincent Clos, ce n'est pas nouveau de voir des satellites jouer un rôle, alors évidemment dans l'agriculture, dans les prévisions météo. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les défis climatiques, mais est-ce que vous y voyez une continuité ? Première partie de la question. Et puis ensuite, qu'est-ce que des startups comme Absolute Sensing ou cette logique de constellation, qu'est-ce que ça change selon vous ? Sur le premier point, clairement, il y a une continuité puisque tous ces enjeux doivent être pris de manière holistique. On le sait bien aujourd'hui, ce n'est pas en réglant une partie du problème qu'on va régler la totalité. Donc la météo, les enjeux d'agriculture, tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, etc. Tout ça, c'est un système global où on a besoin de chaque composante. Et donc, il est important et nécessaire d'avoir des acteurs comme la société Absolute Sensing qui viennent dans le paysage, qui renforcent les capacités à mesurer ces moyens. De notre côté, dans la filière, il y a aussi un aspect dont on parle un petit peu moins. Je reviens sur l'agriculture, qui est tout ce qui est exploration spatiale, où on est en train de définir, de développer, d'identifier des semences, par exemple, qui vont être résistantes aux radiations solaires, etc. Donc tout ça, c'est un continuum qui va nous permettre, demain, on y travaille et on y contribue au maximum, autant qu'on le peut, côté spatial, par rapport à tous ces enjeux. Le deuxième point, par rapport à tous ces nouveaux projets qui arrivent, clairement, les enjeux sont tellement énormes qu'on a besoin d'un maximum de redondance, d'un maximum de projets qui vont apporter des mesures sous différents angles. Vous me demandiez tout à l'heure par rapport à Copernicus. Évidemment, Copernicus existe et va continuer et apporte déjà des données extrêmement importantes qui nous ont permis déjà de mesurer plein d'enjeux. Je cite aussi le programme SWOT qui a été fait avec la NASA, qui nous a permis aussi de mesurer les réserves d'eau à travers le globe, etc. Donc tous ces programmes sont là pour perdurer, mais on voit bien qu'on a de plus en plus besoin de mesurer tout ce qui se passe, des constellations de méthane, tout ce qui est CO2, etc. Et pour nous, au sein de Thales Alenia Space, l'enjeu du New Space, finalement, c'est faire partie, porter. Historiquement, on est là depuis 40-50 ans, donc ça fait effectivement vieux, mais on a toujours été, malgré tout, il y a 40 ans, 50 ans, c'était le New Space déjà, quelque part. Et l'idée, c'est d'accompagner avec les nouveaux acteurs tous ces changements, de contribuer, de travailler ensemble. Donc on a des projets, par exemple, le projet Kineis, qui est finalement une start-up, où avec d'autres start-up, des PME, on a développé cette constellation qui suit en fait les objets, l'Internet des objets. Oui. Donc finalement, l'idée, c'est de travailler ensemble, d'aider tous ces acteurs et finalement, c'est du win-win à la fin. Tristan Laurent, est-ce que vous avez forcément besoin de vous adosser à un acteur plus puissant, plus traditionnel pour avancer ? Est-ce que le New Space a besoin forcément, vous avez un peu répondu à la question, mais forcément de l'Old Space ? C'est pas tellement une question. Il ne faut pas les opposer en fait. Voilà, il ne faut pas les opposer en fait. Ça, c'est pas tellement une question de besoin, c'est davantage que c'est des capacités qui sont complémentaires. Ce que va faire un gros satellite, ce n'est pas la même chose que ce que va pouvoir faire une constellation de petits satellites. Donc c'est vraiment la complémentarité qu'il faut regarder davantage que d'opposer les deux approches. L'autre space n'est pas mort ou en voie de disparition, mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'il va falloir que l'on soit capable de mesurer beaucoup plus précisément, en particulier sur la pollution industrielle, si on veut être capable de changer les choses. Oui, et alors justement, je reviens sur votre modèle. Qui sont vos clients en fait ? Des industriels, des émetteurs, des régulateurs qui s'intéressent à votre technologie ? Tout à fait, oui, exactement. Donc il y a vraiment 3 segments de marché pour nous. Il y a un premier segment de marché qui est le segment du régulateur. On en a parlé avec le système de taxation qui est aujourd'hui poussé à la fois au niveau national et au niveau de l'Union européenne. Il y a un deuxième segment de marché qui est l'émetteur, donc avec en numéro 1 l'industrie de l'oil and gas qui fait déjà un travail considérable pour réduire ses émissions de méthane, mais ce n'est pas encore suffisant. Et puis un troisième et dernier marché qui est le marché financier qui va vouloir avoir un accès
avant les autres à ces données de concentration de méthane, de qui émet, pourquoi et de quel est l'impact financier des entreprises qui émettent. Ouais. Alors vous avez commencé à en parler, mais on dit la Lune, on dit Mars, ça veut dire que le futur de l'humanité, il passe aussi par là. Quand vous dites on travaille sur des semences qui seraient résistantes aux radiations solaires, c'est pour ça. C'est prendre ce qu'il y a dans l'espace. Nous, c'est notre vision Thales Alenia Space et dans l'initiative Space Earth. L'espace au service de la vie sur Terre, l'espace au service des citoyens. Donc finalement, là aussi, je dirais qu'il n'y a pas d'opposition. C'est quelque part, tout est un système holistique. Et ce qu'on peut prendre finalement de bon dans l'espace pour le retour terrestre, prenons-le. Donc ces semences, on a aujourd'hui un projet, une start-up justement, dont on parlait on va dire, comment on collabore ensemble entre les historiques et les nouveaux acteurs. Justement, il y a 2 ans de ça, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Space Cargo Unlimited pour justement amener c'était des sarments de vignes sur la Station Spatiale Internationale pour voir comment ils allaient évoluer par rapport à des sarments de vignes qui seraient restés sur Terre. Alors évidemment, il y a un aspect waouh, première vue, mais il y a aussi tout un aspect scientifique derrière qui nous permet aujourd'hui de voir comment de la matière organique va évoluer dans des conditions différentes de la vie sur Terre, et finalement comment on va pouvoir identifier ces nouvelles semences qui vont être plus résistantes par rapport au changement climatique, parce qu'aujourd'hui on parle de changement climatique, de réduire la température ou l'évolution de la température. On sait quelque part qu'il va y avoir certainement une évolution inéluctable quoi qu'on fasse aujourd'hui, donc il faut se préparer dans un sens à réduire, mais aussi à affronter ce qui est en train de se passer. Bien compris. Donc, ce n'est pas forcément pour planter sur la Lune, mais c'est peut-être pour inventer des semences qui seront plus résistantes sur Terre. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs, ça Est-ce que vous projetez déjà, alors que vous êtes une toute jeune entreprise, vers des aventures spatiales, vers la Lune, vers Mars? Alors, pour l'instant, on se concentre vraiment sur le défi climatique. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas un petit problème. Donc ça requiert vraiment toute notre attention. Ensuite, notre avantage concurrentiel, si vous voulez, c'est avant tout technologique. Nous, ce que l'on fait, c'est que l'on développe et conçoit des instruments miniaturisés, cryogéniques, hyperspectraux. Alors bon, c'est beaucoup de mots peu savants. J'ai pas tout compris, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça nous permet de détecter où se trouve le méthane sur Terre, mais ça peut nous permettre effectivement demain, si on nous le demande, de regarder où se trouve la glace sur Mars, glace de surface sur Mars, ou de faire d'autres choses. Donc c'est des choses effectivement sur lesquelles on est d'ores et déjà sollicité. Pour l'instant, on se concentre sur le défi numéro 1, mais c'est quelque chose qu'on sera amené à probablement faire atteindre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus développer ces enjeux climatiques et spatiaux. On passe à notre rubrique Smart Ideas, tous à la crèche. Bonjour Madeleine Gadret, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la directrice d'opération chez Tom et Josette, une entreprise fondée par Astrid Parmentier et Pauline Fèvre en 2019. C'est un réseau de micro-crèches intergénérationnelles. C'est quoi le principe ? Expliquez-moi. Exactement. Le principe, c'est d'implanter nos crèches au sein des logements de nos aînés pour faire se rencontrer Tom et Josette, pour permettre à nos enfants de grandir ouverts sur la différence et pour donner à Josette un rôle social de transmission. Donc ces crèches, elles sont installées dans les EHPAD en fait. Exactement. Essentiellement, c'est ça ? Essentiellement EHPAD, résidence senior, colocation pour seniors aussi. On répond à tous les modèles, tous les types d'habitation pour personnes plus âgées. Et on s'insère vraiment au cœur de l'habitation pour permettre de créer un maximum de liens et qu'il soit le plus spontané possible entre les enfants et les résidents. Donc il y a une double mission en quelque sorte. Exactement. Une double mission auprès de Tom et de Josette, auprès de l'accueil de nos aînés et de la petite enfance. Ouais, mieux vieillir et bien grandir. Si on dit micro-crèche, si on rentre un peu dans le détail, qu'on essaye de décrire, c'est combien d'enfants ? Ça ressemble à quoi par définition, puisqu'on dit micro-crèche ? Oui, alors une micro-crèche, c'est une structure qui peut accueillir jusqu'à 12 enfants, encadré chez nous de 4 professionnels. Et c'est un système assez vertueux parce que du coup, l'accueil est assez personnalisé. Et surtout, c'est une petite structure, donc c'est plus facile pour nous de nous implanter dans une structure déjà existante puisqu'on a seulement besoin de 120 mètres carrés, ce qui est plus facile à trouver
qu'une grosse crèche qui aurait besoin de 300 mètres carrés, par exemple. Comment vous sélectionnez les lieux où vous allez? Il faut qu'il y ait une demande, j'imagine. Quels sont les freins éventuels que vous pouvez rencontrer? Exactement. Alors, soit on est contacté par des directeurs d'EHPAD qui ont envie d'ouvrir leurs établissements vers l'extérieur, soit nous-mêmes, on connaît certains groupes et réseaux d'EHPAD et qui nous déploient dans leur structure, soit dès la construction d'un nouvel établissement, soit dans un établissement existant. Et bien sûr, le plus gros frein, c'est la place, parce qu'il faut trouver ces 120 mètres carrés dans des cœurs de ville, donc souvent là où le foncier est assez contraint. Mais on a souvent des bonnes surprises. Figurez-vous que même dans Paris 9, on a réussi à trouver 120 mètres carrés, donc voilà, ça se trouve. Donc si on peut trouver 120 mètres carrés au cœur de Paris, ça peut se trouver un peu partout. Tiens, d'ailleurs, il y a combien de micro-crèches, Tom et Josette, aujourd'hui? Vous en êtes où de votre développement? Alors aujourd'hui, on en a 5 et en septembre, on en aura 7. On est partout en France. Souvent à proximité du coup de grandes villes pour que des parents puissent facilement y déposer leurs enfants. Et on se déploie, l'année prochaine, on devrait en ouvrir 15 autres. Donc voilà. Oui, donc c'est un beau développement. Vous parliez du frein des mètres carrés. Est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, des réticences de la part de certains parents qui vont se dire « Oh là là, mais ce n'est pas une crèche classique ». Est-ce que vous êtes confronté à ça parfois? Alors c'est plutôt des questions. Oui. On nous demande souvent si c'est Josette qui s'occupe de Tom. Alors rassurez-vous, ce n'est pas le cas. C'est vraiment bien des professionnels qualifiés qui s'occupent des enfants, donc qui sont accueillis en toute sécurité. C'est plus des questions que des réticences. Et en fait, quand on explique l'impact que ça a sur l'enfant de rencontrer Josette tous les jours, les parents signent en fermant les yeux parce que ça permet aux enfants de grandir face à un âge différent. Il y a beaucoup d'enfants en France qui grandissent loin de leurs grands-parents, donc ça leur permet de s'ouvrir sur cet âge de la vie, de s'ouvrir à la différence et de profiter de la vie que Josette a à transmettre à Tom. Donc voilà. Quelles interactions, alors vous dites qu'il faut que ce soit le plus naturel possible, mais quelles interactions vous cherchez quand même à susciter? Eh ben, il y a 2 types de rencontres. On a des rencontres qui sont planifiées à l'avance et ritualisées, c'est-à-dire que tous les mardis matins et tous les jeudis matins à 10h30 à la crèche de Rennes, Josette rencontre Tom. Donc comme ça, c'est facile pour le résident de prévoir ça et de le caler dans son agenda. Et ça donne aussi des repères à certains résidents qui en ont besoin. Et ces activités-là sont préparées à l'avance. C'est souvent autour d'activités manuelles. On a aussi de la médiation animale, de la danse-thérapie, que Tom et Josette se rencontrent. Donc, en fait, l'activité sert vraiment de substrat pour créer la rencontre et faciliter la création de liens. Et ensuite, on a aussi des rencontres qui se font spontanément. Ça peut être l'animatrice de l'EHPAD qui nous dit que le chef cuisinier a fait un bon gâteau et que du coup, les enfants peuvent venir prendre le goûter à l'EHPAD avec les résidents. Donc, c'est vraiment, on a les 2 modèles. Vous avez remporté le concours MyCom for Impact, concours créé par Publicis et BNP Paribas. D'abord, bravo. Ça suppose quoi? C'est un accompagnement sur plusieurs mois? En quoi ça consiste? Exactement. On a de la chance d'être accompagné du coup sur notre stratégie de communication qui est assez complexe parce qu'on s'adresse à 3 publics différents. On s'adresse tout d'abord aux EHPAD pour leur montrer qu'on peut vraiment révolutionner leur structure en s'implantant en leur sein. On s'adresse aussi aux parents et on veut leur montrer l'impact que peut avoir l'intergénérationnel sur leurs enfants et qu'il est bon pour des enfants de grandir près de Josette. Et on s'adresse aussi à nos partenaires financiers. Donc voilà, on a plusieurs cibles. Donc triple communication à mener pour laquelle vous allez être accompagné par Publicis et BNP Paribas. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Tom et Josette. Bon vent à vos micro-crèches. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.